Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Hello! Et oui, ça me fait excessivement plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode des LTP Demande Conseil avec un sujet spécial puisqu'on me l'a demandé à de nombreuses reprises, il s'agit de l'hernie discale. Et oui, l'hernie discale, on en parle souvent, mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est? Quels sont les symptômes? Comment la traiter? Etc. On parlera de tout ça avec notre invité et nos invités, puisque nous avons deux invités aujourd'hui, en la personne de Thomas Laure-Blanchet, kinésithérapeute ostéopathe, et en la personne d'un soutien participatif Patreon, Benoît Polm de La Réunion. Et nous allons échanger sur ce sujet, puisque Benoît a eu de nombreux soucis liés à cette pathologie-là, et donc nous allons échanger sur les symptômes, les traitements à mettre en place et tout un tas d'autres sujets. Donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Thomas Laure-Blanchet et Benoît Polm. Salut Thomas, salut Benoît, je suis très heureux de vous rejoindre, que vous me rejoigniez dans le podcast. Comment allez-vous ? Écoute, pas trop mal. Il commence à faire bien chaud par chez nous, voilà, donc c'est pas mal. Un peu comme chez Benoît. Benoît qui nous appelle de la Réunion, de la Réunion. Salut Benoît. Moi aussi, c'est l'été, on commence à transpirer un peu là. Bon, merci à tous les deux de m'accorder un petit peu de temps pour cet épisode. Benoît, tu es un fidèle Patreon, un soutien participatif du podcast, donc je te remercie pour ça. Tu habites, je vais te laisser un petit peu te présenter, allez, vas-y. J'habite Saint-Pierre à La Réunion, j'habite depuis 10 ans là-bas et je fais du trail, on va dire, sérieusement depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et je me suis, on va dire, mis à fond dedans avec des écoutes de podcasts, des lectures un petit peu plus poussées et avec des entraînements jusqu'à être coaché et faire des ultras, la Maxi Race et le Trail de Bourbon cette année. Très bien, très bien. Tu participes, tu fais aussi d'autres sports, me semble-t-il. Tu te limites pas qu'au trail. Oui, alors en entretien et pour la forme, je fais un peu de crossfit, je fais du vélo en vélo de route et avant je faisais beaucoup d'autres sports, du beach volley, du wakeboard qui m'a sûrement donné cette hernie discale suite à une chute, le wakeboard effectivement. On va en parler plus précisément. Merci Benoît pour cette présentation. Thomas, je te remercie de nous accorder encore un peu de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter un petit peu ce qui se passe pour toi ces derniers temps? Ces derniers temps. Alors récemment, depuis hier, j'ai sorti un livre sur les blessures du coureur. Où on aborde effectivement une certaine thématique autour du dos aussi, enfin du rachis lombaire exactement. On pourrait revenir sur les hernies discales, où elles sont, ça peut être quoi la cause. Ça c'est pour mon actu. Un actu un peu plus fraîche. J'ai été à la Saint-Élion. Et puis là globalement, j'agrandis un peu mon cabinet. Donc on est dans mon nouveau cabinet qui est juste une extension de l'ancien. Avec des objectifs un peu plus expertise autour vraiment de la course à pied et continuer tout ce qui est ostéo et accompagnement du coureur avec un accompagnement plus large, puisque du coup sur ce plateau-là il va y avoir des médecins, des sophros, diètes, ainsi de suite. Donc voilà, l'idée c'est d'accompagner au plus proche le coureur dans ses petits bobos. Très bien. Bon, tu t'ennuies quoi? Voilà, très bien. Je m'ennuie. Du coup, j'essaie de meubler avec ce que je peux. Hein. Bon, c'est compliqué. Super. Benoît, de ton côté aussi, tu es dans le milieu médical. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors je suis chirurgien dentiste, donc effectivement, au niveau du dos, c'est pas la meilleure position parce qu'on est toujours un petit peu tordu pour voir ce qu'on fait, même si dans les livres, on nous conseille de rester droit et de travailler en vision indirecte. Mais c'est pas toujours possible, donc voilà. Très bien. Pourquoi ce sujet ? Parce que dans le trail, on a beaucoup de retours, moi dans mon entourage, de gens qui ont des douleurs au dos, etc. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas trop à déterminer le seuil où on peut définir si c'est une hernie discale ou pas. C'est souvent un peu flou comme définition et le diagnostic est souvent difficile à poser. Déjà dans un premier temps, Thomas, est-ce que tu pourrais définir, s'il te plaît, assez rapidement ce qu'est une hernie discale ? Alors, une hernie discale,
c'est une particularité à l'imagerie. C'est pas du tout relié forcément à une douleur de type lombalgie. Là, on parle d'une lombalgie. Donc, une hernie discale, c'est une lombalgie compliquée d'une sciatalgie, donc avec une irritation du nerf sciatique ou du nerf crural, si on parle d'une cruralgie, mais en gros d'une atteinte neuro ou d'une irritation neuro en lien avec un problème éventuel au dos. Mais il y a plein de causes possibles à cette lombalgie compliquée d'une sciatalgie, dans le cas de Benoît. Maintenant, tu dis qu'entre elles, il y en a beaucoup. Non, c'est pas qu'entre elles, il y en a beaucoup. C'est que dans la vie et dans nos vies sédentaires, il y a beaucoup de gens qui souffrent du dos, qui souffrent du dos et qui souffrent des lombaires. La proportion entre elles, on y pourrait revenir, mais elle est plutôt moindre que dans la population générale. D'accord. Donc, intéressant. Voilà, il n'y a pas une augmentation du risque de lombalgie, de sciatalgie chez les coureurs à pied versus les sédentaires. C'est même plutôt l'inverse. D'accord, intéressant. On y reviendra pourquoi, il y a plein de raisons aussi. Maintenant, les causes d'une hernie discale, elles peuvent être multiples. Effectivement, ça peut être des stigmates d'un ancien traumatique, d'un ancien trauma comme Benoît peut le décrire. Mais souvent, on a quand même des raccourcis un peu rapides en disant, ouais, mais à 8 ans, je suis tombé sur les fesses. Ça, c'est un peu le truc des ostéos à l'ancienne, en mode, ouais, mais c'est... quand t'as 14 ans, t'es tombé sur les fesses, c'est pour ça que maintenant t'en as 42 et que du coup ça t'emmerde depuis que t'es 14 ans. Ça, la science là-dessus, elle va quand même un peu statuer et que les stigmates d'avant, quand c'est trop avant, il y a quand même peu de chances que c'est en lien direct avec les symptômes du moment. Ça, c'est la première déjà des constatations. La deuxième, on parle effectivement d'une hernie discale parce que dans la tête des gens, c'est un peu le drop de la chaussure. Tu vois, c'est-à-dire que voilà, dès que tu commences à avoir une explication un peu technique sur la chaussure, tu as le drop qui arrive en numéro 1. Sauf que quand tu regardes les impacts et les conséquences d'un drop de plus ou moins 2 mm, c'est assez flou et c'est assez peu probant le truc. Donc, une hernie discale, c'est ok, j'ai mal au dos, putain, c'est dans la jambe, putain, c'est sûr que c'est une hernie discale. Ça, non, ça marche pas à tous les coups. Même si c'est le cas le plus probable, les causes possibles d'une sciatalgie, elles sont multiples. Si on doit les énumérer, effectivement, tu vas avoir une hernie discale. En 1, tu peux aussi avoir un spondylolisthésis qui va venir éventuellement irriter une racine nerveuse derrière. Tu peux avoir une sténose du foramen, donc du canal lombaire, donc ce qu'on appelle par exemple un canal lombaire étroit, ce genre de pathologie. Tu peux avoir un kyste synovial au niveau des capsules articulaires de ton articulation spécifique. Tu peux avoir le fameux syndrome du piriforme. Bon, ça fait 20 ans que je travaille. Je pense que dans ma vie, j'en ai dû en voir 2. Mais ça, on aime bien. C'est souvent le médecin généraliste qui touche la fesse. Oula, vous avez mal. Ouais, mais c'est votre sciatique qui passe dans votre piriforme. Donc, du coup, c'est pour ça que ça vous emmène des irritations dans la jambe. C'est peu probable. Tu peux aussi voir, par exemple, une douleur de type sciatique parce que on t'a fait une injection dans la fesse pour un vaccin, pour une irritation, injection d'anti-inflammatoire. Donc normalement, tu as le quart supéro-externe où on est sûr de pouvoir taper dedans sans toucher le sciatique. Des fois, le quart supéro-externe, il se retrouve un peu trop bas et tu viens piquer dans le sciatique. Puis après, tu as toutes les symptomatologies en lien avec la grossesse. Donc c'est un peu moins le cas de je pense pas. Mais effectivement, l'embryon qui grandit, des fois, il peut venir être en impaction et contrarier le nerf sciatique. Puis enfin, ça, c'est drapeau rouge. Donc, drapeau rouge complet, il peut être une tumeur dans le petit bassin qui vient comprimer le nerf sciatique. Donc, vous voyez que tout ça, ça donne à peu près les mêmes symptômes que simplement une hernie discale. Alors, même si la hernie discale reste l'explication la plus probable, on ne peut pas écarter les autres. Et qu'une femme enceinte vient me voir parce qu'elle a une sciatique, clairement, non, c'est pas forcément en lien avec une hernie discale. D'accord. Il y a beaucoup de
possible. Alors là, tu parles comment dire, des symptômes, mais est-ce que tu pourrais, si possible, définir ce qu'est l'hernie discale de manière anatomique, quoi. Je pense que c'est pas uniquement au niveau lombaire, ça peut être aussi au niveau cervical, mais est-ce que tu peux rappeler ce qu'est cette hernie discale? Alors, une hernie discale, ça va être une adaptation structurelle d'une contrainte augmentée dans une direction particulière. Je m'explique. Entre chaque vertèbre, vous avez des disques. Okay. Dans ces disques, on a, en gros, si on doit rester simple, un espèce de fibrocartilage. Et dans ce cartilage-là, dans ce fibrocartilage, au milieu, on a ce qu'on appelle le nucleus pulposus. Donc, c'est simplement un noyau un peu plus visqueux et un peu plus dense, qui va correspondre en fait à ce en gros, comme si vous avez une bille au milieu du disque. Si vous appuyez d'un côté, la bille, elle va migrer d'un côté, de l'autre côté, du côté opposé, ainsi de suite. Donc, du coup, c'est pour ça que souvent, quand elle migre plus facilement en postérieur parce qu'on est souvent assis, et que si on est souvent assis, on a ce qu'on appelle une kyphose lombaire. Kyphose lombaire, c'est l'inverse de la lordose lombaire. On y reviendra parce que ce sera son petit détail pour la suite. Mais cette kyphose lombaire, elle va augmenter les contraintes en antériorité du disque. Ok, j'appuie devant mon disque. Donc, le fait d'appuyer souvent en antériorité du disque, ça va chasser, entre guillemets, le noyau plutôt dans la partie postérieure. Donc là, on a ce qu'on appellerait plutôt un dérangement postérieur du disque. Et puis à force, ça va commencer à venir plus ou moins déchirer le mur postérieur et chasser le noyau dans le canal lombaire. D'accord. Et peut-être venir en contact avec le nerf sciatique. Mais pas forcément. Vous pouvez très bien avoir ce qu'on appelle des hernies discales complètement asymptomatiques. Ce qui est le cas d'ailleurs de beaucoup de gens, il me semble. Si on fait un IRM à la population générale, il me semble je crois que j'avais lu ça dans le livre de la clinique du coureur, il y a beaucoup de gens qui ont des hernies discales asymptomatiques. Voilà, si on prend les statistiques, alors en gros, si vous prenez si vous prenez une population de lambda de 50 ans en moyenne, vous avez une imagerie entre guillemets mauvaise, ou tout du moins qui devrait être symptomatique si on voulait respecter les choses en mode j'ai une hernie, donc du coup j'ai des symptômes, on en a 1 sur 2. Ah oui. Donc Benoît, en gros, on peut se dire que aujourd'hui t'es lombalgique avec des irradiations dans la jambe. On a relié ça directement à ta hernie discale. Il va préciser Benoît. Voilà, on a directement relié ça à ta hernie discale, mais très probablement cette hernie discale que tu as eue en amont, elle était déjà peut-être bien plus présente, elle était déjà effectivement présente sans les symptômes. D'accord. Il faut s'expliquer pourquoi du jour au lendemain, sur les mêmes constats d'imagerie, on a des symptômes alors qu'on n'en avait pas il y a quelques années. Benoît, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire par rapport à ça ? Oui, alors moi, c'est pas forcément, justement, j'ai pas de vrai sciatique, j'ai pas de névralgie dans les jambes. J'ai plus des blocages type ce qu'on appelle lumbago ou torticolis. Donc lumbago, suite à une chute, ce que j'ai cru être une chute en wakeboard, plus après un entraînement volé qui tapait bien sur du dur. 2 heures de wake où je me suis fait tracter et j'ai voulu résister au palonnier et les jambes en avant, le palonnier en avant aussi, donc une belle torsion. Plus après, j'ai sauté pendant 2 heures dessus et le lendemain, je pouvais plus me lever. C'est-à-dire que j'étais comme un petit vieux avec le dos, mais pas d'irradiation. Et effectivement, suite à ça, j'ai fait une IRM. On a vu une hernie, mais effectivement, on n'a pas su dire si je l'avais depuis 10 ans ou pas. Et par la suite, j'ai des douleurs de dos, mais très peu de pointes dans la fesse, jamais dans les jambes, jamais dans les pieds. Et c'est pour ça que tous les médecins que j'ai vus m'ont dit de toute façon, on ne te fera rien tant que tu n'as pas de grosse névralgie. Et donc, je suis allé voir des kinés. J'ai fait des séances des kinés Mackenzie, donc des exercices un peu typés hernie, sciatalgie. Mais ces exercices-là qui sont vraiment typés, décrits dans les livres pour les hernies, ne marchent pas très bien sur moi. Donc, ça se trouve, ça n'a pas de relation. Là, on est complètement dans la relation de cause à effet. Est-ce que globalement, le traitement de la hernie fonctionne?
S'il fonctionne pas, alors faut se poser la question, est-ce qu'on est en train de traiter la bonne chose? Ou, deuxième truc, est-ce que le traitement est bien fait? Voilà. Donc, non, là, toi, si on doit résumer, t'es lombalgique. Donc, lombalgique parce que ton quotidien, en fait, même si tu décris des actions mécaniques assez traumatiques, finalement, je saute, le wake, j'ai eu un gros épisode de lombalgie, un lumbago. Dans la majeure partie du temps, un lumbago, on va s'en remettre. Maintenant, c'est le quotidien et le management de ce lumbago qui va entraîner soit la récurrence des choses, soit la chronicité des choses. Donc, voilà, effectivement, ton taf va t'amener à avoir une stratégie où tu as toujours la même direction. Alors, on peut être, entre guillemets, irrité au niveau du dos, sans pour autant avoir une hernie discale qui soit la cause des symptômes. Typiquement, je prends l'exemple, je reste longtemps accroupi, j'ai mal au genou, pour autant mon traitement, si je cherche un traitement pour mon mal de genou alors que je souhaite rester accroupi, c'est compliqué. Donc du coup, l'idée c'est d'alterner éventuellement des traitements, des activités qui vont te permettre de te lever, de te tendre les genoux, parce qu'en plus, ça fera moins mal aux genoux, et en plus, quand tu vas retourner accroupi, tu as moins mal aux genoux, dans la même position. Donc, pour moi, le traitement type Mackenzie reste intéressant, même si tu n'as pas de... Tu peux préciser, Thomas, un petit peu ce que c'est le traitement Mackenzie, pour ceux qui ne savent pas? Le traitement Mackenzie, c'est mettre de la contrainte et exposer le corps à des mouvements qui vont à l'opposé de ceux qui pourraient fabriquer les symptômes. Maintenant, en fait, on va dans une direction qui va améliorer les symptômes. Alors, normalement, il y a un bilan qui est fait en amont du traitement pour voir justement si ce qu'on appelle la préférence directionnelle, elle est plutôt en flexion, en extension, avec un peu d'inclinaison et ainsi de suite. Donc, il y a tout ce processus-là qui va me dire, ok, Benoît, peut-être que son mouvement de préférence directionnelle qui diminue ses symptômes, même si intellectuellement on voudrait que ce soit de l'extension, peut-être que c'est de la flexion. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de... par rapport à cet aspect-là, pas tout le monde est sur le même pied d'égalité au niveau des préférences de mouvement, quoi. Alors, les préférences directionnelles, effectivement, la plupart des gens qui souffrent du dos sont globalement des gens qui passent beaucoup de temps assis. Donc, on a quand même une bonne tendance à se dire, ok, ma préférence directionnelle, elle a une grande chance d'être en extension, mais pas tout le temps. Alors, extension, pour préciser lombaire. Ouais, mais tu peux... C'est je creuse mon dos. D'accord. Ouais. Je creuse mon dos. C'est-à-dire que vous êtes à l'opposé. En gros, je suis allongé, j'amène mes genoux poitrine. Clairement, je fais de la syphose. Donc, j'arrondis mon dos. C'est de la flexion lombaire. Si je dois faire de l'extension, je creuse mon dos. C'est le dos cambré, c'est les fesses cambrées, quoi, en fait. C'est ça. La lordose correspond au fait d'avoir les fesses cambrées. Exactement. Je pointe les fesses en arrière, je creuse mon dos. Et effectivement, on a la même chose. Donc, si on doit résumer la colonne, comme de par hasard, c'est le flambeau. Comme de par hasard, Benoît, il fait la plupart de ses activités. On a une hernie discale. Globalement, à l'endroit où notre morphologie est plutôt normalement en lordose, donc cambrée. Okay, c'est-à-dire qu'on a des hernies discales ou des symptômes très probables au niveau des cervicales et des lombaires. Donc globalement, pour un dentiste, oui, une névralgie cervico-brachiale qui correspond un peu à une hernie discale, à la sciatique du bras, oui, ça coule de source parce que t'es penché en avant, t'es arrondi au niveau cervical et t'es arrondi au niveau lombaire. Donc, voilà. Donc, oui, que t'aies des symptômes en lien avec une posture augmentée. Alors, c'était marrant ta petite introduction par rapport au fait que tu parlais de
oui, je me tiens pas bien, et ainsi de suite. Ça, c'est un peu une vision, ce qu'on appellerait un peu mécanique des choses, et qu'on a un peu largement amené en début des années 2000 avec toutes les formations un peu gestes et posture. Et voilà, on se tient, je dois descendre le dos bien droit, ainsi de suite. Mais pour ramasser une allumette, on n'est pas obligé de descendre le dos bien droit comme si on allait soulever une caisse de 300 kilos. Donc non, le corps, il est fait pour être mobile. Ce qu'on donne comme consigne, la bonne posture, c'est la posture d'après. Exactement comme mon exemple des genoux. La bonne posture, quand j'ai mal aux genoux accroupis, c'est de me lever, récupérer, faire l'opposé de ce qui me faisait mal pour pouvoir y retourner. Donc, oui, l'idée, c'est j'ai mal au dos. Quand je taffe beaucoup au cabinet, peut-être que là, si je me fais 2-3 extensions lombaires, je rééquilibre un petit peu mon débit crédit. Toi, c'est un peu ça, Benoît, que tu perçois. Ça te parle ce que dit Thomas? Tu penses que c'est plutôt postural? C'est a priori postural, ouais, parce que le fait de faire du trail ne m'a pas créé la douleur. J'ai juste changé de sport. Au départ, je pensais pas pouvoir faire d'ultra trail ou du trail avec cette hernie. Après, j'ai continué à faire du sport et j'ai plus de douleur pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et c'est cyclique, c'est que après, ça peut être le stress, ça peut être la fatigue, ça peut être une mauvaise position. L'hydratation aussi, par exemple. Hydratation, plein de choses. Et en fait, ça m'a pas empêché. Après, j'ai des cycles de douleur pendant 2 semaines, 3 semaines qui s'en vont. Et là, par exemple, j'ai réussi à faire partir une douleur. Pendant 3 semaines d'entraînement, j'ai eu mal. J'ai fait mes entraînements sur de la douleur et j'avais limite plus mal en marche qu'en course. En course, j'avais pas de douleur. J'avais des douleurs en sortant de voiture ou en sortant de position assise. Et j'ai fait un 50 bornes avec 4000 de D+, et le lendemain, j'avais plus mal au dos. Donc ça a peut-être remis tout d'un coup. Voilà, donc il n'y a pas de relation de cause à effet. Bah là, on est clairement dans enfin, un petit peu le truc débit crédit. C'est-à-dire que mon débit, je reste quand même assis, je fais un peu moins d'entraînement, je taffe un peu plus au cabinet. Bon, bah là, finalement, j'arrive à peu près à m'y remettre. Je fais mon trail qui augmente ma colonne crédit. Parce que du coup, je passe un peu moins de temps assis, et ainsi de suite. Et que, à la fin, on a chacun un équilibre, en fait. On a chacun un équilibre entre ce que notre corps est capable d'encaisser. Mais ça, c'est la règle de notre modèle biologique. Que ça soit pour le dos, pour mon tendon d'Achille, pour un tendon d'épaule, ainsi de suite. L'idée, c'est non, on se blesse parce que notre capacité à encaisser de la contrainte mécanique est dépassée par notre capacité tissulaire. La fameuse QSM. Voilà, par exemple, pour en citer un. Mais l'idée, c'est que tu as une capacité de X à supporter de la flexion. Quand on fait un petit peu trop, tu t'irrites. Le traitement va être de calmer ça et de réexposer ton corps à une contrainte opposée à celle-ci pour lui permettre de récupérer. D'accord. Quelle est la prévalence des hernies discales, plutôt cervicales ou lombaires? Je pense qu'il y a plus d'hernies discales lombaires que cervicales, de manière générale. On a des chiffres là-dessus ou pas? Bah, ça dépend de ta population cible. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends un maçon, il va avoir quand même plus souvent, enfin, si tu prends une population, une cohorte de maçons, tu auras plus d'hernies lombaires. Si tu prends des judokas, souvent, les judokas, ils ont quand même plus souvent des hernies discales cervicales. Quelqu'un qui va taffer beaucoup avec les bras ou clairement, tu as une prévalence supplémentaire sur la hernie cervicale. Honnêtement, là tu me prends à froid, j'ai pas révisé mes stats, mais mais j'ai pas effectivement dans la population, dans la mesure où ce qui est sûr, c'est qu'on a une énorme augmentation de la sédentarité en lien avec la position assise. Donc globalement, on est quand même plus sur une augmentation, enfin une proportion augmentée d'hernie discale lombaire. Parce que quand tu es assis, eh ben, on a une tendance au bout de 20 minutes à arrondir le dos. Toi, donc si on résume un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est qu'on fait trop souvent le lien un peu trop rapide entre hernie discale et mal de dos, que c'est très, très rarement le cas et que ça serait plus de toi, de ton expérience,
quelque chose qui est lié à la posture et au mauvais positionnement, notamment la position assise qui n'est pas. En fait, faut le dire clairement, on n'est pas fait pour être assis, je pense, naturellement. On est fait pour être debout. Donc forcément, le fait d'être assis, ça complique les choses. Ouais, alors après, c'est pas alors le rarement. On va tempérer le rarement en mode oui, c'est rarement en lien avec une hernie discale. Non, parce qu'effectivement, une bonne proportion de dérangement postural. Après, une hernie discale, ça naît, ça vit, ça meurt. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on t'a découvert une hernie discale à 20 piges, à 80 piges, quand t'as mal au dos, c'est en lien avec ton hernie discale d'il y a 20 ans. Parce qu'il y a très probablement qu'une hernie discale, elle va s'assécher, elle va se cicatriser, et elle va, on va dire, diminuer le mouvement sur la zone du disque plus ou moins abîmée ou plus ou moins irritée, mais clairement, elle va mourir, et du coup, on va avoir mal au dos, mais très probablement pas forcément en lien avec la hernie discale d'il y a 40 ans. Ça, c'est la première truc. En lien avec un dérangement postural, pas tout le temps, je dirais plutôt en lien avec un déséquilibre entre un corps, il est fait pour bouger dans les deux positions extrêmes. C'est-à-dire que si je reste trop accroupi, j'ai mal au genou, mais si je reste trop debout, j'aurai aussi mal au genou, mais à des endroits différents de ceux que j'aurai quand je suis accroupi. Je sais pas si vous me suivez. Ouais, tout à fait. Voilà. Quelqu'un qui va peindre son plafond pendant le week-end, il va aussi avoir mal au dos. Mais il est à l'opposé de ce qui lui préparerait une éventuelle hernie discale. Lui, sa préférence directionnelle, ça sera effectivement de faire de la flexion. Okay, c'est ce qui va le soigner. Petit à petit, qu'on va réexposer à une contrainte dans laquelle il n'a pas du tout abusé et qu'il aurait fallu qu'il abuse un petit peu. D'accord. Donc, oui, tout ça, mais si on doit revenir sur la course à pied, c'est une activité qui va contrecarrer notre tendance à être beaucoup trop assise. Ben ouais, la course à pied quand même, à part du bas du mailles-dos jusqu'en haut, où on va avoir une tendance à être un peu penché en avant, longtemps, la plupart du temps, on est quand même plutôt avec un dos creusé quand on court. D'accord. Alors après, on peut partir sur, mais peut-être que là, on ouvre la boîte de Pandore, stratégie de modération d'impact au sol, chaussures maximalistes versus chaussures allégées, voilà, enfin chaussures minimalistes, pardon. Donc oui, est-ce que, encore une fois, moi je suis pas partisan des chaussures minimalistes versus maximalistes, je suis juste partisan d'une technique entre guillemets protectrice qui est souvent facilitée par des chaussures minimalistes quand on a appris à courir avec des chaussures maximalistes. Mais l'important, c'est d'apprendre à courir en protection, avoir une technique qui permet déjà de pouvoir adopter les deux techniques, parce que une attaque talon, ça reste quand même profitable. Si vous descendez 5 bornes à 10% sur la route, oui, une attaque talon, c'est pas mal. Et une attaque talon, c'est pas mal avec des chaussures qui amortissent bien. Donc, il n'y a jamais de bonne solution pérenne à long terme et gravée dans le marbre. Voilà. Une bonne solution à un moment donné, pour un scénario donné et pour un coureur donné. Très bien. À quel moment il faut, toi tu détermines qu'il y a vraiment un risque lié à une hernie discale lombaire, par exemple, en lien avec la pratique du trail? Alors, là, la réponse, elle est simple. Si quand je pratique une activité, quelle qu'elle soit, que ça va d'une activité allongée avec quelqu'un à côté, ou de course à pied, si cette activité-là augmente les symptômes, faut pas être teubé. On arrête cette activité-là. Qu'elle nous plaise ou qu'elle nous plaise pas. Mais on arrête cette activité-là parce que si elle crée les symptômes, la règle de base numéro 1 pour n'importe quelle activité, si elle crée des symptômes, on arrête les stresseurs. Et le stresseur, si cette activité-là, avant de la faire, ça allait bien, et quand on la fait, ça va pire, eh ben c'est un stresseur. Donc on calme l'activité. Maintenant, on a ce qu'on appelle, si on doit se référer un petit peu à l'évolution possible on va dire du modèle un peu Mackenzie, on a ce qu'on appelle si on part d'une hernie discale qui va aggraver les symptômes, c'est-à-dire qui va un peu plus irriter mon sciatique,
parce qu'elle comprime davantage mon sciatique, et ben on va avoir ce qu'on appelle soit une centralisation de la douleur, soit une Périphérisation. Voilà, de la douleur. C'est-à-dire qu'une douleur qui descend de plus en plus, j'avais mal dans la fesse, et puis maintenant j'ai un peu mal dans la cuisse, et puis maintenant j'ai un peu mal au genou, et mon pied, bah, il est un peu bizarre. Là, j'ai une douleur qui se périphérise. Maintenant, je suis allé courir, j'avais mal dans la cuisse, finalement je suis allé courir, ben je rentre, j'ai un mal à la fesse, mais la cuisse ça va vachement mieux. J'ai une douleur qui s'est centralisée. D'accord. Donc on a plutôt une tendance à ce que le sciatique a été un peu moins comprimé. Ok, très bien. Très bien, très bien. Benoît, de ton côté, quelle a été la prise en charge du corps médical en lien avec ces douleurs que tu as décrites? Est-ce qu'ils t'ont déconseillé de courir? Comment ça s'est passé? Non, parce que assez rapidement, je suis allé chez un kiné qui avait fait la formation McKenzie et qui avait aussi fait la formation clinique du coureur. Donc, il m'a parlé un peu des chaussures minimalistes, des choses comme ça. Je me suis mis à tester progressivement les chaussures Altra. Je me suis mis à courir avec des Lone Peak qui sont assez souples. Et après, donc il y avait des exercices de renforcement, mais j'étais assez sportif dans l'ensemble, mais je faisais déjà pas mal de gainage, des choses comme ça. Donc ça a été assez vite, les douleurs sont parties, et puis j'ai progressivement, et puis l'endroit où je faisais du WEC a fermé, donc j'ai changé mes habitudes aussi. J'ai changé mes Voilà, sports, et voilà. Et donc je me suis mis à faire plus de volets. Alors le volet, il y a quand même beaucoup d'extensions, mine de rien, qui se rapprochent de Mackenzie, mais ça me fait pas forcément de bien. Après, ça dépend aussi, voilà. Donc je me suis mis à, voilà, moi j'avais des petites questions sur chaussures minimalistes ou pas. Et vas-y. Donc sur des entraînements courts, je suis assez même si l'Olympique c'est pas super minimaliste, mais ça reste assez souple. J'ai des chaussures qui sont dans la même marque en zéro drop, mais plus maximalistes, que je mets en fin d'ultra quand je suis fatigué. Est-ce que ça c'est une bonne technique, ou est-ce que il faut rester dans du minimaliste tout le temps? La bonne technique, c'est la technique qui te permet de passer la ligne. Peu importe quel que soit. Il y a des gens qui courent tout tordus les 20 derniers kilomètres parce que finalement, quand ils sont tout tordus, ça leur fait moins mal que quand ils sont tout droits. J'ai envie de dire, on est qui pour leur dire, non mais arrête de courir tordu, c'est pas la bonne technique. Donc déjà, faut partir sur ce postulat-là. La deuxième chose, la stratégie du changement de chaussures. Deux possibilités. Est-ce qu'il faut commencer avec les chaussures confort pour finir avec des chaussures un peu moins confort, parce que finalement les un peu moins confort, elles protègent ce qu'on appelle les sphères proximales, donc genoux, hanches, bas du dos, parce que du coup, comme elles sont pas confortables, tu veux modérer tes impacts, d'où l'intérêt des chaussures minimalistes. Pour la petite histoire, les Lone Peak, on est sur un indice minimaliste autour de 55-60, si on doit clarifier les choses. Donc on n'est pas non plus sur un truc de ouf. Maintenant, si tu prends par exemple chez Altra, bah, ça va être les Olympus. Bah, les Olympus, en fin de course, c'est des chaussures plus raides, machin. Mais globalement, en fin de course, sur un ultra, on est quand même plutôt à du 80-20 marche versus course. Donc, c'est des très bonnes chaussures de marche et ça va très bien en fait pour finir la course. Maintenant, effectivement, les Olympus peuvent avoir une tendance à t'amener dans une course avec un comportement de modération d'impact un peu moins bon que si tu cours avec des chaussures un peu plus minimalistes. La bonne stratégie, peut-être, c'est qu'à l'entraînement, effectivement, de transiter régulièrement avec des chaussures qui vont être avec des caractéristiques un poil différentes. Je pense que ça peut être pertinent et ça peut être la bonne solution. Il n'y a pas une chaussure qui, en fait, ce que je pars toujours comme truc, je me dis, ils sont pas regroupés dans une pièce en disant, ouais, on va concevoir des chaussures qui blessent les gens et des chaussures comme ça, on va attendre qu'ils se blessent et après on leur proposera 6 mois après des chaussures qui les soignent. Ça existe, tu vois, ça existe. Enfin, il n'y a pas de stratégie. Théorie du complot. Ouais, le truc c'est quoi là? Et avant, ils ont préparé le vaccin contre le Covid, tu vois. Non, c'est pas du tout les mêmes. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, il faut se dire, faut rester cohérent et de se dire aujourd'hui,
il y a des chaussures avec des caractéristiques différentes. On prend la chaussure dans laquelle on est confortable et qui va avoir le moins d'impact toxique sur notre foulée et sur notre stratégie naturelle de nous protéger lorsqu'on court. Mmh. Effectivement, moi, tu vois, là, hier, j'étais aux ACAD de cross avec des gamins. Bah oui, ça me désole de mettre des gamins sur des grosses chaussures pour faire du cross. Je veux dire, pour moi, un gamin qui fait du cross, mais il n'y a même pas à chier, c'est pointe obligatoire. Parce que pointe obligatoire, le petit, on va quand même avoir une tendance à l'amener naturellement vers renforcer sa capacité naturelle à se protéger. Mmh. Et la capacité naturelle, c'est de stimuler à fond son pied. Alors, quand on est adulte, est-ce qu'on doit continuer à stimuler son pied ou bah ouais, ou alors au moins on peut se dire peut-être que sur certains entraînements, j'ai à y gagner à davantage stimuler des capacités de modération d'impact en lien avec des chaussures un peu moins confortables parce que je souhaite moi modifier mon geste pour me protéger davantage. Ou comme faisant partie intégrante de l'entraînement, une caractéristique de l'entraînement, quoi. Oui. Comme la nutrition, comme... Exactement, ça fait partie des stratégies d'exposition progressive à une contrainte différente. Très bien. Est-ce que il y a d'autres symptômes que l'inflammation du nerf sciatique dans le cadre d'une hernie discale? Est-ce que, je reformule ma question, Oui. Est-ce qu'on peut avoir des hernies discales dangereuses, entre guillemets, sans avoir de sciatalgie? Oui, parce qu'une sciatalgie, ça intéresse une certaine racine de la queue de cheval. Donc la queue de cheval, j'ai réfléchi, toc toc toc. La moelle épinière s'arrête à peu près, enfin s'arrête à L1. Ok. À partir de L1, la première lombaire, la première cervicale lombaire. La première, non, la première, pardon. Ça c'est les inconnus, ça. La première vertèbre. Vertèbre lombaire, merci. Lombaire, voilà. Donc on la garde. De L1, en fait, en gros, vous avez le cerveau. Ensuite, vous avez la moelle épinière qui va descendre dans votre canal lombaire. À partir de L1, on arrête ce canal lombaire. À partir de L1, il faut imaginer que vous avez plus des racines comme un arbre. Okay, vous avez le tronc et à partir de L1, c'est plein de petites racines. Alors certaines vont se regrouper pour créer des troncs supplémentaires et créer par exemple le sciatique. Certaines vont se regrouper pour créer le crural et ainsi de suite. Mais vous pouvez avoir certaines qui viennent être comprimées par une racine lombaire, par une hernie discale, qui n'intéresse ni le sciatique ni le crural. C'est le cas par exemple ce qu'on appellerait de syndrome de la queue de cheval. Syndrome de la queue de cheval, ça c'est ultra grave. Enfin ultra grave. Là, faut se manier, c'est-à-dire que la gêne occasionnée par cette compression de la hernie va intéresser des nerfs qui sont en lien avec tout le petit bassin. Donc tout ce qui va être en lien avec la continence, par exemple. Continence anale ou vésicale. Ce qui veut dire que autant quand on a une hernie discale carabinée, on en connaît tous, ouais j'ai une hernie discale, j'avais plus ou moins le pied paralysé, ça fait 2 ans, c'est revenu, c'est plus ou moins bien. Bon, c'est plus ou moins bien, mais t'es plus ou moins continent, c'est un peu plus pénible. Ouais. Tu vois. Donc du coup, ça fait partie des trucs où globalement, ça se régénère pas très très bien, les nerfs du petit bassin comprimés par une hernie discale. Donc ça fait partie des drapeaux rouges. Typiquement, j'ai un patient qui arrive et qui me dit que je vais interroger, que je vais dans mon anamnèse dire ok, quels sont vos symptômes? Bah, j'ai un petit douleur dans la fesse, ça descend un petit peu dans la cuisse, et puis j'ai l'impression d'être toujours assis sur quelque chose en carton. Ouais, bah là c'est Mayday, c'est pas pour moi, c'est pas mon problème. Enfin, c'est pas mon problème. Si, c'est mon problème. Mais tu le réorientes, quoi. C'est réadressage obligatoire, c'est médecin généraliste, parce que là, il y a une urgence neurochir pour lever la compression. Donc, le jour où, globalement, une hernie discale qui est censée se périphériser parce qu'elle va pas très très bien, j'avais mal à la fesse, ça descend dans la jambe, et puis là, globalement, maintenant, j'ai l'impression que comme si je descends et je sens que j'ai un peu anesthésié au niveau de mon périnée. Ouais, mais là, c'est clairement, là, oui, c'est dangereux. Est-ce que
l'hernie discale est traitable ou, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as un peu répondu à la question, mais est-ce qu'elle peut se résorber toute seule? Est-ce que, voilà, quel traitement on peut mettre en place pour éviter que ça dégénère? Alors, les traitements, ils sont multiples. Le premier, pardon, ça va être ce qu'on appelle un traitement conservateur. C'est ce qu'a fait Benoît. Traitement conservateur. Je vais voir des pros de santé formés à des techniques récentes de traitement de la lombalgie. C'est-à-dire qu'on évite d'aller voir finalement un pro de santé qui va vous foutre des électrodes et du chaud. Ou des ultrasons sur le machin. Voilà, ça, clairement, normalement, il y en a de moins en moins. Et j'essaye de, tout du moins mes stagiaires qui arrivent, j'essaye de, au moins quand ils sortent de chez moi, au moins ils le feront pas. C'est la première chose. Donc, le traitement conservateur. Le deuxième temps, ça va être un traitement médicamenteux. Médicamenteux qui va aller du traitement plus ou moins simple d'anti-inflammatoire dans un deuxième. Alors, juste pour la petite aparté, je suis lombalgique, j'ai un peu des risques, mais je souhaite quand même faire mon ultra et mon trail. Le traitement conservateur anti-inflammatoire, c'est pas la meilleure des idées. Ok, vaut mieux avoir un peu mal au dos et continuer à pisser normal que j'ai plus trop mal au dos, mais je pisse du café. Et je perds un de mes reins, quoi. Ok, donc ça c'est pour la petite aparté. Donc du coup, un traitement, on dirait médicamenteux en lien avec des anti-inflammatoires, éventuellement un peu de cortisone et ainsi de suite. Cortisone, toujours pareil. Normalement, je prends pas le départ avec de la cortisone. Bon, enfin ça c'est pour la deuxième petite aparté. Et troisième point, ça va être un traitement médicamenteux en lien avec une infiltration sur la zone qui serait censée être en lien avec les symptômes. Il faut toujours se méfier parce que des fois, on a une hernie discale qui est depuis très longtemps, mais elle n'est pas responsable des symptômes. Donc on se fait infiltrer une hernie discale qui allait finalement pas très bien, ou globalement c'était notre particularité anatomique du moment. Et le dernier point, alors je sais plus en ce moment où en sont les guidelines, hein, à savoir combien d'infiltrations avant de se dire on va intervenir, machin. Et le dernier point, ça va être le neurochir. C'est-à-dire que le neurochir, lui, il va intervenir. Et comme il enlèverait, comme l'orthopédiste enlèverait un petit bout de ménisque qui se balade dans l'articulation et qui vient bloquer un peu le ménisque, qui vient bloquer un peu le genou, et ben lui il va intervenir et il va réséquer ou cramer le petit bout d'hernie discale qui était à l'extérieur et qui venait irriter le nerf parce qu'il était en contact direct. D'accord. Donc ouais, un panel de traitement qui est assez large en fonction de l'avancée de l'hernie. Mais le truc important, on commence pas par la fin. Non, j'imagine. Il y en a plein. Il y en a beaucoup qui commencent par la fin en fait. C'est vrai? Bah oui, en gros, j'ai mal au dos, faut que je vais prendre un rendez-vous parce que on a passé un IRM, donc du coup, on m'a trouvé une hernie discale, donc du coup, catastrophe, je vais voir d'abord un neurochir. Mais non, mais une hernie discale, elle peut aussi aller dans une voie vertueuse ou tout du moins asymptomatique si on en laisse un peu le temps. Est-ce qu'elle peut se résorber, une hernie discale? Ah oui, bah, je pense que la plupart des hernies discales d'ailleurs se résorbent. Une hernie discale, elle n'est pas obligée de dégueuler dans le foramen et de venir comprimer un nerf. Des fois, on dit, oulala, mais parce que quand on passe l'IRM à 100 personnes et que finalement, sur des gens de 50 ans, il y en a 1 sur 2 qui a un mauvais IRM, il n'est pas mauvais. Et mauvais pour un radiologue qui, de toute façon, n'y connaît strictement rien en médecine fonctionnelle et médecine de la vraie vie. Donc lui, il s'intéresse à une imagerie. Un radiologue, on l'expertise dans sa capacité à analyser une imagerie en lien avec un processus clinique et un processus de diagnostic clinique. Donc il y a un examen complémentaire, on fait une imagerie parce que le résultat de l'imagerie va nous orienter différemment en fonction du résultat. Ok ? D'accord. J'ai une hernie discale alors qu'en fait, on n'a pas fait d'examen clinique, mais on s'en fout, en fait. On s'en fout. Ok. Benoît, de ton côté, est-ce que tu veux réagir sur le lien de ton hernie prétendu, donc c'est pas prétendument parce que elle a été diagnostiquée à l'IRM.
Tu disais tout à l'heure, et j'aimerais que tu rentres un peu plus dans le détail, la course et le trail notamment, ça, par moment, ça, t'as l'impression que ça améliore les symptômes. Est-ce que toi, ton point de vue, le trail a amélioré la situation sur ce point de vue-là? Alors, je pourrais pas dire que c'est une relation de cause à effet, mais en tout cas, j'avais une appréhension parce qu'on m'avait dit ouais, tu pourras plus faire trop. Certains professionnels ou médecins m'avaient dit ouais, le trail ça va être compliqué avec les secousses et machin. Mais clairement, ça m'a pas gêné Thomas pendant. se met les mains sur la tête. Oui, voilà. Donc clairement, avec l'expérience et en ayant vu d'autres professionnels de santé qui m'ont dit l'inverse, j'ai pu le faire et j'ai eu pendant 1 an ou 2 pas de problème avec ça. Mais c'est pas ça qui. Je me suis pas mis au trail pour me soigner mon hernie. C'est juste mes expériences de vie ont fait que j'avais une hernie. J'ai changé de sport au bout de 2 ans. J'ai refait une IRM au bout d'1 an et demi, 2 ans. J'avais plus de douleur, mais j'avais toujours cette image radiologique. Mais c'est comme en dentaire, on a des images radiologiques qu'on a retraitées. C'est des artefacts radio. Ça peut être ça. Et tant qu'il n'y a pas de douleur, on n'y touche plus. Donc, j'ai toujours cette image radiologique, mais en tout cas, elle me laisse tranquille pendant quelques temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, et ça revient, mais sans pour autant être forcément relié à ça. Moi, j'avais une petite question pour les traitements. Est-ce que les supplémentations en collagène, ça peut aider? Ce que j'ai pris là, pendant mes entraînements, pendant la période où j'ai eu des douleurs, j'ai commencé sur la fin à mieux dormir. Donc ça, je sais que c'est un traitement et à prendre du collagène. Et après, ça a été mieux. Mais bon, je pense que il y a des études. Là, pour analyser les effets de tes traitements, augmentation de sommeil et supplémentation en collagène. Si on rajoutait, j'ai changé de coupe de cheveux, on aurait à peu près la même puissance statistique. Oui, donc, on néglige souvent les effets d'une belle coupe de cheveux quand même. Oui, parce qu'on ne sait pas, ça soigne beaucoup plus de gens que des cachetons. Mais aucune relation de cause à effet avec ma coupe de cheveux. Je sais, j'ai un problème capillaire. Non, moi je la trouve très belle ta coupe de cheveux. Non, vraiment. Non, mais en fait, c'est vrai que le collagène, j'avoue, j'ai pas trop de recul, moi, sur la supplémentation. Tu vois, actuellement, je regardais, il y avait pas mal aussi de trucs sur les lésions musculaires, les tendinopathies. Il y a des supplémentations qui ont quand même montré une petite, des effets un peu significatifs sur une supplémentation sur certaines molécules. Oui, j'avais lu plus sur les tendinites, mais je sais pas si c'est un rapport. Il n'y a pas forcément de rapport avec une hernie. Ouais. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est souvent quand souvent t'associes beaucoup de choses. En fait, dès que tu commences tu sais, c'est un peu comme un régime. Quand on commence à dire bon, avant de faire un régime, ce que vous allez faire cette semaine, vous allez me noter tout ce que vous mangez. Putain, à la fin de la semaine, t'as perdu 2 kilos parce que tu as des trucs. Non mais ça, je vais pas le bouffer. Va falloir que ça marque mal. Ça marque mal. Ouais, c'est n'importe quoi. Et donc souvent, quand tu te dis, je vais me mettre dans un processus de commencer à prendre, de commencer à faire gaffe. Je vais un peu plus manger, je un peu plus. J'ai fait un truc, je vais prendre des cachetons de collagène. Je dis ouais, bah finalement, tu vois. Et donc tout ça, c'est un espèce de petit cercle un peu vertueux qui finalement, en fait, on s'en fout de savoir qu'est-ce qui marche. Moi, mon traitement, je fais pas quand les gens viennent en consultation, je suis pas dans un processus de recherche en disant bah lui, je vais le traiter que comme ça. Et comme ça, on verra. Parce que, non, moi, c'est systématiquement, c'est les traitements ceinture et bretelles. Je m'en fous, en fait. On veut que le pantalon, il tienne à la fin. Mmh. Et savoir si j'avais pas fait si j'avais pas mis la ceinture, est-ce que finalement, les bretelles auraient pas suffi? Non, mais on s'en fout. Le gars, il vient, il va te payer pour ta consultation, il veut un résultat. Voilà. Si tu as pris les gélules et que tu as bien dormi, on s'en fout de savoir ce qui a le mieux marché. Ça fonctionne. Et de cela, de se dire, bon, après, sur un truc un peu plus chronique, déshabituer, désadapter? Non, en fait, ça serait sur l'aspect aliénant des choses, tu vois. Désaliéner. Ouais, désaliéner d'un traitement externe, alors que finalement, ton problème, c'est toi. Quand les gens ils me disent ouais, je viens vous voir parce que j'ai mon bassin qui s'est décalé et que du coup,
passer le 40e kilomètre, ça m'a fait mal. Non, la seule chose qui est décalée, c'est votre capacité et ce que vous souhaitez faire. C'est là où il y a le décalage. Là, le décalage, il est là. Donc, le truc en disant, est-ce que lui, si tu lui mets en mode, bon, on va prendre des cachetons, même du placebo, le mettre dans une stratégie qui l'aliène avec un traitement médicamenteux, est-ce que c'est pertinent? J'en sais rien. Donc, si en gros, ce qu'il faut éviter dans ton cas, c'est de se dire, j'ai bien dormi, j'ai mieux mangé, j'ai pris des cachetons, tu dis, c'est les cachetons, donc du coup, je peux continuer à manger comme un goré, mal manger et moins dormir, tu vois. C'est là où il faut éviter de tomber là-dedans. Ça te parle, Benoît? Oui, j'avais déjà plus ou moins là en tête. On parle un peu, je pense que l'analyse, il l'a plus ou moins, même si des fois, ça te fait chier de l'entendre, tu dis, ouais, mais je l'avais en fait, l'analyse. Je teste quand même 2-3 pilules, tu vois. Je me mets toutes les vitamines, les trucs comme ça. On est tous à la recherche de la pilule miracle, de toute manière. Ça, c'est un peu le problème. Ouais. Très bien, mais on a fait, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Est-ce qu'on peut, pour clôturer un petit peu cette discussion, Thomas, est-ce qu'on peut dire que l'ultra trail est forcément plus dangereux ou plus néfaste que le trail court, ou est-ce qu'il y a il y a pas de relation par rapport à cet aspect des hernies discales? Non, moi je pense que l'ultra trail, en fait, alors le truc c'est que c'est l'accumulation et la succession des ultra trails un peu rapprochés qui lui va être toxique. Maintenant, l'ultra c'est pas dangereux. Ce qui est surtout très vertueux, c'est la stratégie qui vous amène à un départ d'un ultra, parce que justement on se pose des questions, on essaye de mieux récupérer parce qu'on sait qu'il y a une charge d'entraînement à assimiler. Ce qui compte, c'est ce qu'on assimile, pas forcément ce qu'on fait. Donc on est toujours dans cette espèce de quête, et que à un moment donné, on se pose des questions, et c'est le fait de se poser ces questions-là, apprendre à mieux fonctionner, apprendre à raisonner avec son fonctionnement propre. Pour moi, ça c'est vertueux, que ça soit du trail court, du trail long, du trail machin, on s'en fout. Globalement, dès qu'on commence à se poser des questions et à être proactif dans les réponses, là c'est top. Très bien. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour clôturer la conversation? Non, à part donner de l'espoir aux gens qui ont des hernies et que c'est possible de faire un ultra même à la Réunion. Voilà. On dit Thomas, on dit des hernies ou des hernies comme des haricots ou des haricots? Ça va dépendre. On va dire c'est le coin. Moi, je suis plutôt le coin des haricots verts. Ah, moi aussi, je préfère des haricots. Parce que quand tu dis des haricots verts, t'as l'impression qu'il manque un truc. Ouais, t'as l'impression que le gars, déjà, il vient parler déjà avec des mots trop compliqués. Donc, on est tous les trois de la team des hernies discales. Voilà. Et avec un Z, du coup. Ouais. Thomas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer? Non, mais Benoît a tout à fait résumé les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, l'aspect en 1, on est fait pour bouger. Quand on bouge pas et qu'on a des symptômes, le traitement numéro 1, c'est de bouger. Très bien. Bon, c'est parfait. Magnifique. Merci à tous les deux. Et puis, Thomas, où est-ce qu'on peut te retrouver dans cette nouvelle structure que tu as mis en place? Alors, toujours à Clermont-Ferrand. Ouais. J'étais au 3e étage et maintenant on est aussi au 4e. Voilà. Allez, je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour ceux qui sont intéressés. Et puis, je vous remercie tous les deux et puis à très vite. Merci Nico. Salut Benoît. Ciao. Benoît. Pas trop de wake, Benoît. Allez, bye, salut. Bye. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié l'échange en Khmer de Thomas et de Benoît, que je remercie tous les deux pour le temps qu'ils ont accordé aux auditeurs du LTP. Et c'était tout à fait intéressant de discuter de ce sujet, assez précis, mais qui parlera à certains d'entre vous, j'imagine. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast, et vous pouvez également me suivre sur LinkedIn, Strava, Facebook ou Instagram à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. Et si vous souhaitez aider le podcast de manière tout à fait gratuite, n'hésitez pas à vous rendre sur Spotify et Apple Podcast, mettre un petit commentaire, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut.